What's up guys, bienvenue sur un nouvel épisode du Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement, comment agencer les deux ou pas. On se voit tout de suite. On est avec monsieur Gory Kandavel et moi-même Samuel Lévesque. Avant qu'on commence, comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller fiscal, financier, juridique. Tout ce qu'on regarde ensemble ne peut pas être vu comme un conseil financier, fiscal ou juridique. Tout ce que vous faites, ce sont vos propres décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Encore une fois, tout ce qu'on montre, c'est à titre éducatif seulement. Vous devez faire vos propres recherches et décisions. Gory, aujourd'hui, on a un sujet bien spécifique que tu voulais nous amener sur... Est-ce que tu veux commencer? 100%. Ben regarde, quelque chose que j'ai réalisé en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, parce que tu sais, on s'en va quand même souvent à des événements de networking où qu'on rencontre d'autres entrepreneurs. Mm-hmm. Et qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que la grande majorité pas une grande majorité, mais un bon pourcentage des entrepreneurs ont absolument aucun investissement, que ce soit dans la crypto, dans la bourse ou dans d'autres types d'actifs. Ils font juste rouler 100% dans leur entreprise. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rouler 100% dans leur entreprise sans avoir aucun investissement de côté, Sam? Je pense pas que c'est une mauvaise ou une bonne idée. Je pense que ça dépend de différentes choses. Premièrement, un entrepreneur vraiment qui a des vrais business et qui réinvestit dedans pour les faire croître au début, c'est intéressant, mais éventuellement, il faut se diversifier. Par exemple, il y avait des statistiques qui montraient, je pense qu'on en a parlé d'ailleurs sur un des épisodes, mais que les gens qui allaient dans la liste des top 100, les top 100 les plus riches au monde dans la liste de Forbes, tout le monde arrive dans cette liste grâce à quelque chose de très concentré, mais personne reste dans le top 100 grâce à cette chose concentrée. En gros, qu'est-ce qu'il montrait, c'est que c'est très facile pas facile, mais que tous ces milliardaires qui arrivent dans ce top 100, top 40, dans le Forbes list les gens les plus riches du monde, sont arrivés là en se concentrant sur un domaine, une entreprise, un secteur. Mais aucun de ceux qui sont restés là, c'est grâce à ce secteur-là. En gros, qu'est-ce que ça montre? C'est que oui, tu peux faire beaucoup d'argent avec un secteur, mais ça va être une montagne russe. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Pour ensuite diversifier le risque et garder cette richesse-là à long terme et même graduellement l'augmenter, tu as besoin de diversification. Donc, des entrepreneurs qui font juste rester concentrés là-dedans sans venir éventuellement diversifier le reste. Premièrement, à un certain point, tu es extrêmement concentré par rapport à ton industrie, si jamais il se passe quelque chose. Deuxièmement, à un certain point aussi, tu as ces liquidités extra. Tu ne veux pas qu'ils restent dormir à rien faire. Tu veux les utiliser pour quelque chose. Mais aussi quelque chose qu'il faut venir séparer, c'est quoi comme type d'investisseur? Est-ce que c'est entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment un entrepreneur? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un petit commerce ou un petit restaurant? Puis je ne dis pas que ce n'est pas des entrepreneurs, mais c'est quoi entreprendre pour eux? Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ont un commerce, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Parce que pour moi, un vrai entrepreneur, il va faire travailler son argent, développer sa business et tôt ou tard, il va avoir des liquidités puis il va vouloir acquérir d'autres choses puis se diversifier. Parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas un secteur, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser qui t'amène à toujours vouloir croître, grandir, apprendre plus et qui va t'amener aussi ailleurs et sur d'autres choses. Moi, les plus gros entrepreneurs que je connais, ils sont spécialisés, par exemple, dans l'aérospatial. J'en connais un comme ça, spécialisé dans l'aérospatial, mais veut pas, après un certain temps, qu'est-ce qu'il allait faire? De l'immobilier. Il allait faire quoi? Investir aussi dans d'autres choses, apprendre sur l'investissement. C'est quelque chose de normal. Utiliser des assurances, des types d'assurances en particulier. Quelqu'un qui ne fait pas ça, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un entrepreneur? En tout cas, voilà. Puis, est-ce que c'est... Certaines personnes me disent, mais regarde, Gory, j'aime mieux rester dans qu'est-ce que je connais, tu vois. Puis qu'est-ce que je vois avec certaines personnes, c'est qu'ils se disent ça, puis ils se ferment la porte à d'autres opportunités,
Tu vois, puis avec toutes les nouvelles choses qu'on voit qui surgissent ces temps-ci, tu vois, comme par exemple, la crypto devient de plus en plus populaire. Arrêtez, c'est déjà là, c'est déjà ici. L'AI devient de plus en plus populaire. Alors, c'est important, à mon avis, de s'avancer avec des nouvelles connaissances. Alors, tu sais, juste avoir une vision en ayant des connaissances par rapport à la technologie blockchain, right? Qu'est-ce que tu penses en ayant ces connaissances par rapport juste connaître par rapport à la technologie blockchain, ça pourrait aider certains de ces entrepreneurs-là? Ben, c'est sûr que ça va t'aider parce que la plupart des entreprises passent là-dessus. Mais même sans aller sur ce point-là, au-delà de ça, là, quand quelqu'un dit je veux rester dans qu'est-ce que je connais, premièrement, est-ce que tu connaissais cette chose comme quand tu es né, tu connaissais cette chose? Non, c'est sûr que tu l'as appris d'une façon ou d'une autre. Donc, à un moment, c'était quelque chose de nouveau. Mais après, les gens se créent une zone de confort et se poussent à rester dans cette zone de confort et dans cette chose-là qu'ils connaissent. Ensuite, courir à gauche, à droite, c'est pas mieux non plus. Il y a toujours une limite. Chasser 10 lapins en même temps, mais tu n'en attraperas aucun. Alors, c'est pas mieux d'aller dans toutes directions. Mais là, quand on parle de mais différentes opportunités, mais qu'est-ce que la personne veut dire par différentes aussi opportunités? Parce qu'à la fin de la journée, on parle d'investir, on parle de développer un portfolio, que ce soit des stocks, que ce soit des cryptos, que ce soit des obligations, que ce soit des commodités. On ne dit pas d'aller bâtir une nouvelle connaissance puis lancer une entreprise de 0 à 100, de A à Z au complet. C'est pas ça ce qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est d'aller posséder d'autres actifs de façon même potentiellement plus passive pour pouvoir faire travailler cet argent dans d'autres domaines qui amènent une croissance à l'extérieur de son domaine, avec des rendements à l'extérieur de son domaine. On n'est pas en train de dire « prends l'argent puis va lancer une nouvelle entreprise, t'incorporer puis tout faire de A à Z ». On parle bien d'investir. Donc ça aussi, quand on dit d'autres types d'opportunités, mais qu'est-ce qu'on veut dire par d'autres types d'opportunités? On ne dit pas de lâcher ta business puis d'aller faire une autre business. Ce qu'on dit, c'est même si tu as une business qui fonctionne, une raison de plus pour pouvoir leverage cela et investir et créer un portfolio diversifié. Donc, c'est saisir des opportunités d'investissement, pas nécessairement venir te casser la tête à relancer de nouvelles entreprises. Donc, il faut aussi voir c'est quoi leur définition d'opportunité. Parce que pour moi, ça ne fait pas de sens de ne pas aller posséder et acquérir d'autres actifs grâce à ce qui me ramène déjà de l'argent sur un côté investissement. Parce qu'il y a une grosse différence, comme j'ai dit, entre investir et lancer une nouvelle entreprise. 100%. Puis, tu vois, comme n'importe quel business, toutes les business passent en général à travers des hauts et des bas. C'est pas vrai que ça va toujours monter. Et c'est cool d'avoir des investissements à côté, surtout dans des temps un petit peu plus difficiles, tu vois, parce qu'il existe différentes formes d'investissement et certains de ces investissements, par exemple dans la bourse, dépendamment dans quelle compagnie, quelle action tu as investi, ben, tu as l'opportunité d'avoir des dividendes, tu vois. Par exemple, dans la crypto, dépendamment de quelle crypto, tu as l'opportunité de pouvoir faire du staking de côté, tu vois. Puis, ben c'est bon d'avoir ce genre de revenu qui fait juste, admettons, d'une certaine manière, une manière de te nourrir lorsque ta business ne roule pas aussi bien qu'il roulait il y a comme quelques mois. Exact, tu diversifies ton risque parce que souvent le risque, oui, il y a un risque global, mais il y a aussi un risque sectoriel, un risque dans un certain secteur d'activité. Et potentiellement, en étant dans un secteur d'activité ou avoir des investissements dans un secteur d'activité ou un domaine qui est pas corrélé ou même inversement corrélé, ben ça peut être super bénéfique, comme tu viens de le dire, tu vois. Et si on regarde les plus grosses compagnies du monde, la grande majorité de toutes les plus grandes entreprises du monde, ils ont un trésor un trésor pour pouvoir réacquérir d'autres compagnies et ils ont aussi un portfolio d'investissement. Et là, on parle des plus grandes compagnies du monde. Ils investissent et ils ont de l'argent pour acquérir même des compagnies complètes sans même passer par nécessairement la bourse et tout ça. Donc, si les plus grandes compagnies du monde le font et que tu vois que les plus grands entrepreneurs du monde, les gens qui font le plus d'argent pour rester à ce niveau-là de richesse
monétaire, parce que la richesse c'est large, mais de richesse monétaire, se diversifier aussi, bien clairement, ça te demande quelque chose. Oui, te concentrer peut t'amener beaucoup d'argent, mais garder cet argent-là va te demander de diversifier ton risque. Pour garder cet argent et l'accroître, ça va te demander de diversifier ton risque. Et je pense, comme j'ai dit au début, rien ne le prouve aussi bien que la statistique du top 100 sur Forbes, que presque la grosse majorité, presque tous, rentrent dans le top 100 grâce à un secteur dans lequel ils sont spécialisés. Mais s'ils ne se diversifient pas, ils tombent, ils ne restent pas dans le top 100. La grosse majorité de ceux qui restent dans le top 100, c'est en se diversifiant. Il y a les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. On peut le voir statistiquement. Donc, pourquoi essayer d'aller contre la roue et essayer de se convaincre quand tu le vois? Il peut y avoir seulement 2 raisons. Soit tu n'es pas un vrai entrepreneur, soit ton entreprise, c'est plus un commerce duquel tu es esclave et que tu n'arrives pas à faire assez d'argent. Et c'est pour ça que tu dis que tu te concentres dessus, parce que tu n'es pas capable de le rendre assez rentable pour avoir de la liquidité excédentaire pour soit prendre de l'expansion ou investir dans d'autres choses et bâtir un portfolio ou même les deux. 100%. Maintenant, j'ai 3 questions à te poser dans la même question. J'espère que tu es prêt, Sam? 3 questions dans la même question. Vas-y. Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais on va dire qu'il y a un entrepreneur devant nous, puis cet entrepreneur, il comprend que c'est important d'investir, cependant, il est dans une situation où il n'y a pas le choix de donner son 100% dans sa business, sinon sa business s'écroule, mais en même temps, il veut 100% de son temps et de son énergie, mais il veut en même temps, il y a de la liquidité qu'il peut investir, tu vois. Alors, quelqu'un qui ne veut pas, par exemple, faire trop de gestion, faire trop de gestion, ça serait quoi quelque chose, à ton avis, qui est non conseiller financier, évidemment, tu penses que ce serait le plus préférable pour le premier type d'entrepreneur? Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, mais qui veut rouler son argent, puis il est prêt à garder ça à long terme. Mais ça dépend de ta question, Gory. Parce que le premier angle de ta question, c'est quelqu'un qui doit faire rouler sa business. C'est quelqu'un qui doit faire rouler sa business parce que sa business n'a pas d'automatisation ou disons, financièrement est très instable. Ça va être très difficile parce que tu n'as ni le temps ni l'argent. Donc, la première chose à faire, c'est regarder est-ce que cette business, c'est vraiment un actif ou c'est un liability? Est-ce que c'est un actif ou en termes comptables, c'est un passif? Ou en anglais, un liability. Comme, qu'est-ce que c'est cette business-là? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner pour justement pouvoir mieux gérer ma business, mieux élaborer certains systèmes et faire de l'argent dedans parce qu'il me manque certaines compétences puis je dois juste l'accepter? Ou est-ce que vraiment, rendu là, cette business, peut-être à ce point dans ma vie, je devrais la vendre? Malheureusement, souvent, les gens sont attachés à leur business. Mais à la fin de la journée, des fois, il faut accepter ce qu'il faut accepter. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, est-ce qu'il devrait investir pour pouvoir mieux rouler sa business ou même la vendre? Ensuite, si on va à un entrepreneur qui met beaucoup de temps, mais sa business financièrement va bien et roule, bien justement, si dans ce cas-là, il devrait avoir des flux d'argent qui rentrent aussi, qui sont supérieurs ou qui sont intéressants, la première chose à faire, honnêtement, ça serait de commencer par s'éduquer un minimum et regarder c'est quoi ma tolérance au risque et quels sont des actifs dans lesquels je suis prêt à mettre à long terme. Parce que ne pas s'éduquer du tout, ça veut dire potentiellement finir dans un fonds mutuel ou un fonds public ou n'importe quel fonds de gestion avec des honoraires, des frais d'acquisition, des frais de gestion, et sans réaliser, tu aurais pu littéralement acheter un ETF du SP500 avec XYZ plateforme, puis ça t'aurait coûté 0,5% et ça t'aurait donné quasiment le même rendement qu'un fonds à haut risque qui est en train de te massacrer de frais à gauche à droite sans que tu réalises. Donc, les gens sont comme « Ah, mais je veux pas trop m'éduquer, je veux pas trop mettre de temps. » Mais ça, c'est comme dire « Mais je veux perdre du poids en allant au gym, mais je veux pas trop aller au gym, puis je veux pas trop bien me nourrir. » Non, comme ta santé financière, c'est comme ta santé physique. Tu dois aller développer un minimum de connaissances côté santé et entraînement pour pouvoir
pas passer ta vie au gym et à cuisiner, mais avoir juste le minimum pour connaître les bonnes habitudes pour pouvoir être en santé physiquement. Et donc, c'est la même chose pour être en santé financièrement. Et de là, même si tu veux aller next level, à un autre niveau, ben, engager un cuisinier nutritionniste, un entraîneur. Mais même à ça, si tu n'as pas la base, là, comment tu vas savoir que c'est un bon entraîneur? Comment tu vas savoir que ton cuisinier, c'est un bon cuisinier parce que peut-être ça goûte bon, mais que côté nutrition, c'est équilibré. Si tu n'as pas la base côté nutrition, tu n'as pas la base côté entraînement, comment tu vas évaluer que la personne est bonne ou pas? Et tu peux te ramasser avec un charlatan, finalement, quelqu'un qui n'est pas du tout compétent. Donc, tu n'as pas vraiment le choix de créer au moins une base de compétences. Tu as besoin d'une base de compétences dans ta santé, tu as besoin d'une base de compétences dans tes finances, tu as besoin d'une base de compétences dans ta business. C'est des choses comme si tu as une business, tu es obligé. Si tu es un être humain, tu utilises de l'argent, tu es obligé côté financièrement. Encore une fois, si tu es un être humain, tu bois, tu manges, tu as un corps. Il y a des choses comme ça, mais physiquement, côté santé, tu as des bases que tu dois absolument avoir. C'est obligatoire. En tout cas, pour moi, ça ne fait pas de sens de ne pas les avoir. Puis quelqu'un qui me dit, regarde, en passant, tu as répondu à mes 3 questions. Tu as répondu à toutes mes 3 questions, mais regarde, une autre chose que les gens me disent aussi souvent, c'est mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu vois, ça, c'est une des questions les plus typiques. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit que j'ai pas le temps? Moi, la question que je leur poserais, c'est est-ce que tu n'as pas le temps ou est-ce que tu ne veux pas mettre le temps? Moi, souvent, c'est ce que je demande aux gens. Ah, là, j'ai pas le temps. Puis j'écoute, moi, j'aime ça qu'on soit complètement transparent, honnête ensemble. Juste te poser une question. Est-ce que présentement, tu n'as vraiment pas le temps ou est-ce que tu n'as pas l'intérêt de mettre du temps? Parce que ce n'est pas la même chose. Et quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, c'est faux. Tu n'as pas l'intérêt de mettre du temps. Voulant dire qu'actuellement, c'est plus prioritaire pour toi de mettre du temps ailleurs. Et donc, ce n'est pas nécessairement un manque de temps, mais un manque de priorité. Puis là, il y a des gens qui vont dire, je travaille 60 heures semaine. Et je dis pas du tout le contraire, là. Ça se peut que la personne ait moins de temps. Mais si tu n'as pas de temps, comment tu fais pour travailler, manger, dormir? Je veux dire, ça n'existe pas avoir de temps. Si tu n'as pas de temps, tu es mort. Donc, tu as du temps. Ce temps est utilisé pour faire quoi? Vers quoi il est priorisé? Est-ce que je mets le temps? Mais quelqu'un qui dit « j'ai pas le temps », comment tu fais pour me parler au téléphone? Comment tu fais pour me dire ça si tu n'as pas de temps? Tu vois, je sais que je le pousse à un autre niveau, mais moi, c'est pour ça que je fais très attention à ça. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'essaie de vraiment pas dire « ah, j'ai pas eu le temps ». Même des fois, quand je me vois que je vais dire « j'ai pas eu le temps », je me reprends et je dis « excuse, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. » C'est très différent. J'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps. Moi, je fais attention de dire aux gens, excuse-moi, j'ai pas pris le temps. Oh, c'est très, très, très différent. C'est une question aussi de priorité. Il y a beaucoup de cas où les gens disent, j'ai pas le temps, mais tout d'un coup, il y a une inondation chez eux. Puis ils ont le temps de passer 2 jours complets dans le week-end, 2 jours complets dans la fin de semaine à arracher les planchers puis à nettoyer le sous-sol. Parce que tout d'un coup, c'est devenu prioritaire. Puis dernière question, avant qu'on termine l'épisode, c'est quoi tu dirais pour quelqu'un qui est vraiment, vraiment occupé, que ce soit avec du judo ou la copine ou n'importe quoi. La vie en général. La vie en général, tu vois, avec le chien, peu importe, OK? C'est quoi le minimum, tu dirais à quelqu'un comme le minimum que ça prend pour pas en trading, mais plutôt en investissement pour s'éduquer? T'as pas besoin de passer ta vie dessus, là. Honnêtement, t'es mieux de ne même pas passer ta vie dessus. La majorité des gens, ils pensent que ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour pour s'éduquer. Alors, c'est pour ça que je te pose ces questions. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 2-3 heures par jour? Tu regardes le graphique, si tu investis, c'est pas ça le but. Honnêtement, moi, je pense que c'est plus un blitz. Donc, par exemple, la personne veut s'éduquer. Prends-toi un blitz, 30, 60 ou 90 jours, où à l'intérieur de ça, tu disais à ta famille ou peu importe, « Hey, pour les 30 prochains jours, je vais être vraiment concentré là-dessus. » Puis là, tu peux te faire un blitz de 2 heures par jour pendant comme 30 jours, 60 jours ou quelqu'un qui veut le pousser 90 jours pour aller chercher le plus d'informations et créer cette base. Et après, tu peux littéralement juste rester à jour et t'éduquer
avec un petit 30 minutes par jour ou tous les 2 jours, ou 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, 1 heure dans le week-end. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Mais par exemple, je pense que ça peut être intéressant de créer un petit blitz pour créer la fondation, puis ensuite continuer là-dessus. Mais même quelqu'un qui fait juste s'éduquer 30 minutes par jour, c'est correct. T'es mieux de faire 30 minutes par jour tous les jours que de ne rien faire. 30 minutes par jour tous les jours, 2-3 ans plus tard, hey, je veux dire, à la fin de la journée, si tu n'en as fait que pendant 300 jours, 30 minutes par jour, tu as quand même fait 150 heures. Tu fais ça 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu as quand même fait, pour certains, autour de 500 heures, là, 3 ans plus tard. 100%. Puis quelque chose, je veux juste ajouter par-dessus qu'est-ce que Sam a dit, c'est que maintenant, tu as des outils comme par exemple ChatGPT. Toi, ChatGPT, je parle plus à ChatGPT que ma propre femme. C'est une blague en passant. Mais j'utilise tellement ChatGPT. Par exemple, il y a des mots que je ne comprends pas lorsque je lis un livre ou quand je lis des choses sur des sites web ou je regarde des vidéos YouTube. Je demande juste à ChatGPT, OK, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il veut vouloir dire dans ce contexte-là? Puis ça me résume tout A à Z, tu vois? Alors, quelque chose que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser des outils que vous avez autour de vous. Et à la fin de la journée, c'est pas combien de temps que vous mettez dans quelque chose qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites dans ce temps qui est important. Alors même un 15 minutes, moi j'aurais même dit un 15 minutes par jour, tu peux aller vraiment, vraiment loin avec un 15 minutes par jour. Tu vois, alors je pense que tu as 2 choix devant toi. Soit tu fais un 15 minutes par jour, tu vois, pendant X montant de temps, ou sinon tu fais qu'est-ce que moi j'ai fait ou que j'ai dit à tout le monde de fuck off. Et je vais littéralement me faire un blitz de 90 jours intensif par rapport à un sujet qui m'intéresse et qui est important pour moi. Qui est dans mon cas, moi, dans le temps, c'était le trading, right? 100%. Mais je pense que ça conclut bien avec le point que tu as donné maintenant. Donc, j'espère que ça va aider les gens, peut-être en réveiller certains. Merci, Gory. Et on se voit sur le prochain épisode. Et yes!